Bienvenue dans le podcast de la Commission nationale du débat public. Bonjour à tous et à toutes. Dans ce podcast, nous allons découvrir le rôle de délégué de région de la Commission nationale du débat public. Quand je suis arrivée il y a 30 ans en Mayenne, il y a plus de 30 ans, les gens ne parlaient pas. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. En tout cas, ici, il y a vraiment une demande et à travers les états généraux, on a vu effectivement que la volonté, c'était de participer au-delà de la décision, dès le départ au projet. La Commission nationale du débat public s'appuie sur un réseau de délégués de région. Celles-ci et ceux-ci ont 4 missions principales. La promotion de la participation du public, l'animation du réseau des garants et des garantes, notamment via la diffusion de bonnes pratiques, et enfin l'animation des relations partenariales avec les différents acteurs locaux. Tout ça, c'est bien beau, mais c'est théorique. Qui sont ces délégués de région? Que font-ils et que font-elles concrètement? Dans ce podcast, nous avons recueilli le témoignage de René Aupetit, délégué des régions de Mayotte et de La Réunion. Bonjour René, pouvez-vous vous présenter rapidement? Donc, René Aupetit, donc je suis garante de la CNDP depuis 2017 et déléguée régionale depuis 2021. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est qu'être délégué de région? Que faites-vous? Les missions qui nous ont été confiées par la CNDP sont des missions qui visent à faire connaître la CNDP, parce que les gens ne savent pas ce que c'est. Donc, faire connaître la CNDP et expliquer ce qu'on fait, qui on est, comment on intervient, auprès à la fois des communes, des chefs de projet qui mettent en place un certain nombre de grandes opérations, les services de l'État, le préfet, les communes, tous ces gens qui sont potentiellement donneurs d'ordre. Alors, c'est à la fois expliquer ce qu'est la CNDP, mais c'est aussi éventuellement de leur expliquer comment on peut les aider pour faire une saisine de la CNDP s'ils ont un grand projet. Donc, on peut les conseiller sur ce point-là. C'est aussi de leur diffuser les documents qui sont édités par la CNDP, qui sont très très bien d'ailleurs, les différents outils, les plafonds des procédures, tous ces documents qui sont particulièrement utiles et qui sont très appréciés d'ailleurs quand on les remet aux collectivités ou à nos interlocuteurs. Un autre point qui est important aussi, c'est d'aller à la rencontre des associations et des acteurs locaux. Alors, quand je dis associations, c'est toutes associations, associations environnementales, associations sociales, associations culturelles, comités de quartier, voilà, tous ces acteurs du quotidien qui œuvrent avec les populations. C'est aussi d'aller rencontrer les parties prenantes. Ce qu'on appelle les parties prenantes, c'est par exemple l'agence d'urbanisme, le CESER, des organismes de ce type-là, les établissements publics de coopération intercommunale qu'on rencontre aussi, les EPCI. Voilà, donc c'est toutes ces personnes qui effectivement ne savent pas toujours ce qu'est la CNDP ou comment la solliciter, comment la positionner. Quelque part, toujours ils imaginent que ça va leur coûter de l'argent et que ça va leur coûter du temps. Donc on leur explique que c'est pas le cas, hein, c'est pas du tout ça. Et on leur dit pourquoi et quels enjeux justement il y a à faire appel à la CNDP. Et notamment, on le verra sur les états généraux des mobilités, c'est un atout supplémentaire pour beaucoup d'élus parce que on est reconnu comme étant des gens neutres et sans opinion particulière. Et donc, du coup, ça, c'est un plus pour garantir que les débats sont faits dans de bonnes conditions. Et puis, il y a un autre point aussi qui est important, c'est nous sommes 7 garants à la Réunion. Donc, je fais cette animation et cette coordination avec l'équipe. Et on a un nouveau garant qui a été nommé cette année à Mayotte. Ça, c'est aussi important. Et il y a un autre point que j'ai pas mentionné qui est aussi important, c'est de faire une veille des médias, de la presse, parce que des fois on découvre des projets qui pourraient sortir, parce que dès que les élus interviennent dans la presse, c'est pour dire ben voilà, on va lancer ça, etc. Donc on se dit là, ben il y a quelque chose qui va se passer.
Donc du coup, ça facilite après. Alors même s'il se passe rien, ça m'empêche pas d'aller au contact, par exemple des présidents des intercommunalités et de leur proposer service. Alors certains disent oui, mais nous on est déjà bien outillés, on a nos services qui fonctionnent bien. Et donc là, j'explique effectivement que on n'est pas là pour remplacer les services, mais au contraire pour accompagner, aider. Et puis je fais remarquer aussi que la CNDP, quand on intervient en tant que garant, c'est pas payant. Donc, alors que quand il faut intervenir un bureau d'études, une AMO par exemple, eh bien, ça leur coûte beaucoup d'argent. Et alors que nous, on fait le travail de façon honnête et neutre, sans que ça coûte à la collectivité. Donc ça, c'est un plus qui est très important pour un certain nombre d'élus. Merci René, nous allons maintenant passer à une autre partie de l'interview. En 2023, il y a eu un dispositif participatif d'ampleur régionale à La Réunion. Ce dispositif, c'était les États généraux sur la mobilité et les transports. Et il s'avère que ce dispositif, c'était une mise en œuvre d'une recommandation issue d'un débat public précédent, le débat public intitulé NEO pour Nouvelle Entrée Ouest de Saint-Denis à La Réunion. Comment s'est faite la liaison entre ce débat public et ces États généraux? Le débat NEO, où on a effectivement mis en place beaucoup de modalités qui permettaient aux gens de s'exprimer directement. La demande, elle a été claire, c'est vous nous présentez un projet, mais à la limite, c'est déjà trop tard de présenter le projet. On aurait pu réfléchir avant sur ce qu'il fallait faire. Donc du coup, et en disant, vous voyez, les problèmes de mobilité, c'est pas le nord de la Réunion, mais c'est toute la Réunion. Tout partout, c'est bouché, partout il y a des embouteillages. Donc, il faut réfléchir à l'échelle du territoire de la Réunion et non pas sur une partie du territoire. Donc cette demande, du coup, on l'a relayée auprès de la région dans notre rapport final et on l'a un peu, on a sollicité la présidente de région. Madame Bello a accepté tout de suite l'idée de mettre en place les états généraux des mobilités et donc voilà, c'est comme ça que les états généraux ont démarré. La région nous a confié une mission de conseil pour élaborer un grand dispositif de concertation sur l'ensemble du territoire. C'est ce qu'on a fait avec Florent Augagneur, Bernard Vitry et moi-même. Donc à cette occasion, on a fait une étude de contexte et on a rencontré énormément d'élus, de parties prenantes, d'associations, de citoyens, de comités, de conseils citoyens, etc. Et à partir de ça, on a élaboré notre dispositif qui a été mis en place au moment de la concertation, c'est-à-dire l'année dernière. Donc, vous voyez, il y a un délai entre la fin du débat 2020 et la mise en place des États généraux, presque 3 ans. C'est l'administration qui est effectivement très longue, mais il faut rien lâcher. Une fois qu'on a commencé, il faut continuer régulièrement, replacer, reposer, rappeler. Et puis donc, on a pu aboutir à la mise en place des États généraux l'année dernière. Donc, la concertation, elle s'est faite en 2 phases. Une première phase dite de diagnostic et de constat avec un large public. Donc, l'idée, c'était d'aller devant le public, d'aller vers le public, là où il est, c'est-à-dire partout sur les territoires. Donc, vous savez, la Réunion, c'est une petite montagne dans la mer, hein, donc il y a des hauts, il y a des bas. Et donc, on est allé dans les hauts, dans les bas, dans les lieux de vie pour effectivement rencontrer tous les habitants. Et on a eu quand même 11 000 contributions, ce qui est énorme pour un débat public, et 6 770 participants, ce qui est aussi beaucoup. 6 570 visites du site internet où les gens pouvaient à la fois déposer des questions, faire des propositions, lire les événements qui étaient organisés. Et il y a eu 230 questionnaires qui ont été remplis par 35 animateurs qui avaient été mis à disposition par la région et qui sont allés un peu partout avec une caravane. On appelait ça la caravane des États généraux, c'est-à-dire un minibus. Donc cette phase-là, elle s'est faite entre le 9 mai et le 23 juillet. Donc à cette occasion, les garants ont été partout dans toutes les organisations, les manifestations, les événements. Ils étaient là en tant que garants.
et il y avait des animateurs qui avaient été recrutés dans le cadre de l'AMO qui était chargé des états généraux et payé par la région. Tout au long de cette partie-là, les garants ont conseillé le chef de projet, là, la personne qui était responsable pour la région de mettre en place ça. Et je souligne qu'elle a vraiment été très coopérante et très efficace. Donc on a vraiment travaillé en bonne collaboration. Ça, c'était très important. Oui, alors vous avez vu, on avait beaucoup de données. Donc toutes ces données, elles ont été lues par les 6 garants, triées, et puis après on a recherché tous les arguments qui étaient importants, et puis on a fait à partir de ça un rapport intermédiaire, donc de la première phase de la concertation. Ce document a été un document nécessaire à la deuxième phase. La deuxième phase étant la mise en place d'une assemblée citoyenne avec une centaine de personnes, dont 70 citoyens qui ont été soit volontaires, soit ils se sont inscrits dans le cadre du questionnaire, et une trentaine de personnes, parmi lesquelles il y avait des élus, des parties prenantes qui effectivement étaient dans cette assemblée citoyenne. Nous avions souhaité qu'il y ait des élus parce que souvent on a vu dans les débats que les gens sont assez dubitatifs sur le fait que ça va se faire ou ne pas se faire. Et donc, du coup, notre idée, c'était de dire s'il y a des élus, ils seront le relais de ce qui a été dit dans les commissions avec les citoyens, et ils porteront les actions et les orientations qui ont été prises par l'Assemblée citoyenne. Donc, les élus sont venus, et les citoyens ont été très présents tout au long de l'Assemblée citoyenne. Cette Assemblée citoyenne, elle s'est réunie du mois d'octobre à début décembre, le 8 décembre. Il y avait 5 commissions, donc une vingtaine de participants par commission, qui se sont réunis entre 2 et 3 fois chacune. 4 assemblées plénières dans lesquelles les rapporteurs des commissions venaient expliquer leur travail et les propositions qu'ils avaient à faire. Il y a eu vraiment un enthousiasme de la part des citoyens, et il y avait sur le site internet un forum qui était ouvert aux membres de l'Assemblée citoyenne, et il y avait beaucoup d'échanges entre eux. Donc l'Assemblée citoyenne a défini 5 grandes priorités. C'était la commande de la région, 5 grandes priorités pour les années à venir, les 10, 20, 30 années à venir, parmi lesquelles un certain nombre d'actions pouvaient être proposées. Quelles étaient les 5 priorités définies par l'Assemblée citoyenne? Alors, le premier enjeu, c'est un enjeu territorial. Donc, dans l'idée, c'est de dire il faut repenser l'urbanisme pour rapprocher les bassins d'emploi des lieux d'habitation, des lieux de vie. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on bouge beaucoup, on prend sa voiture pour aller faire les courses, pour aller travailler, pour aller voir des amis, et on prend la voiture. Le deuxième enjeu, c'était un enjeu environnemental qui était de dire quand on construit près des routes et que donc il y a des logements, il y a des équipements, etc., tout ça est dangereux et pollue l'atmosphère, et c'est pas bon pour la santé. Donc c'était un enjeu important. On a vu l'enjeu environnemental, la population l'a vu de cette manière-là. Le troisième enjeu, alors ça n'a pas été 1, 2, 3, hein, je dis 3, mais ça n'a pas été hiérarchisé. C'était l'enjeu économique, et donc l'idée c'était de réduire les effets négatifs des mobilités, et surtout de penser aux nouveaux modes de déplacement, et en particulier au mode de transport des marchandises. Parce qu'à La Réunion, tout est transporté par des camions, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, les transports maritimes, par exemple, n'existent pas. Le réseau ferroviaire n'existe pas. Donc tout est sur la route, et les camions, les bus, les voitures, les cyclomoteurs, les motos, etc. Tout le monde est sur le même trajet, et c'est effectivement très, très dangereux. Un autre sujet qui a été vraiment plébiscité aussi, c'est celui de développer les modes doux ou actifs. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les gens se rendent compte que le tout voiture, c'est pas ce qu'il y a de mieux.
c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour l'environnement, c'est pas bon pour la santé, et que donc il faudrait peut-être développer les modes doux, et en particulier sécuriser toutes les pistes cyclables qui aujourd'hui sont en mauvais état ou ne sont pas complètes, elles ne permettent pas de faire la totalité de l'île ou même d'aller à des endroits où on veut aller. Donc un sujet extrêmement important, largement débattu. On avait donc des associations qui revendiquent effectivement ces modes-là et qui ont été très, très efficaces et très constructives, qui ont partagé énormément avec tous les membres de l'Assemblée citoyenne. Et enfin, un dernier sujet qui nous tenait à cœur, c'est celui de la gouvernance partagée. Alors, deux sujets de gouvernance. Un, la gouvernance des modes de transport, parce qu'aujourd'hui, il y a différents modes. Chaque EPCI elle gouverne un peu dans son territoire tous les réseaux de bus, etc. Et il y a donc 5 réseaux qui fonctionnent, mais il n'y a pas toujours d'incohérence entre celui du sud et celui du nord, et et celui de l'est, par exemple. Et on ne peut pas prendre un bus, par exemple, à Saint-Joseph et aller jusqu'à Saint-Benoît ou Saint-Anne dans l'Est avec le même bus, le même ticket. Donc, il y a beaucoup d'incohérences. Ensuite, l'intermodalité n'est pas aujourd'hui vraiment efficace et les lieux où les bus, les gares de bus, etc. arrivent sont vraiment en mauvais état. Et là-dessus, il y a eu beaucoup de remarques de la part des citoyens en disant si on avait une seule et même gouvernance, ça faciliterait quand même les déplacements pour avoir une billetterie unique et ça serait plus intéressant. Et enfin, la deuxième partie de cette priorité, c'est la participation des habitants à la gouvernance et aux décisions des différents projets de territoire. Donc ça a été largement débattu et avec une volonté très ferme des citoyens de dire mais nous, on veut être dans la décision, on veut participer, on veut pas simplement être informé, mais on veut aussi être dans la décision et pouvoir en parler, discuter, donner notre avis, voilà. Donc voilà les 5 grandes priorités qui ont été retenues par l'Assemblée citoyenne. Voilà. Vous nous avez parlé de la genèse de ces états généraux, vous nous avez parlé de leur déroulé et des priorités issues de l'Assemblée citoyenne. Nous enregistrons ce podcast en avril 2024. Où en sont ces états généraux aujourd'hui? Alors, il y a eu un comité de pilotage il y a à peu près 3 semaines, un mois, auquel j'ai été invitée. Toutes les EPCI ont été présentes. Alors, le jour de la finale des États généraux, il y a un document qui a été signé par tous les responsables des EPCI, les présidents, pas les techniciens. Ça a été signé par la région. Et donc, ce document fait acte et foi pour dire, oui, on veut aller au-delà. Donc, ce comité de pilotage s'est réuni avec les EPCI et il a été convenu qu'on travaillerait en petit comité, sur des thèmes précis, avec l'objectif de finaliser la feuille de route pour la fin 2024. Jusque présent, nous avons vu votre rôle de délégué de région. Nous avons aussi parlé des états généraux de la mobilité à La Réunion en 2023. Vous êtes délégué de région de La Réunion et de Mayotte. Est-ce que vous pouvez nous parler des spécificités en matière de participation citoyenne dans ces deux territoires? Et est-ce qu'il y a des différences ou des similarités entre ces deux territoires en matière de participation citoyenne? La chance que nous avons, c'est que ce sont des petits territoires. Donc, en fait, on se connaît bien tous, mais il y a quand même une spécificité particulière pour Mayotte qui est celle de la langue.
la langue locale, il y a deux langues, le Shibushi ou le Shimaoré. Et donc, la plupart des gens ne parlent pas français. Donc, si vous ne savez pas parler la langue locale, ça devient compliqué. Et donc, c'est pour ça que j'avais souhaité, en accord avec Florent Augagneur, trouver des personnes localement. Et quand on a fait notre concertation préalable sur le boulevard Urbain de Mamoudzou, on a rencontré un jeune garçon qui, effectivement, et avec M. Guérin, on l'a sollicité. Et il a été retenu comme étant garant. Aussi, le fait que Mayotte, c'est un territoire en devenir. Au-delà du fait qu'il y a beaucoup de chômage, qu'il y a beaucoup d'insécurité, il y a des opérations en bouchon et que c'est un peu toujours délicat d'aller à Mayotte, mais néanmoins, il faut considérer qu'il va se passer des choses parce que c'est un département français et que, au même titre que n'importe quel département français, il mérite effectivement que la mise à niveau des équipements soit faite. Et donc, il y aura des concertations, des débats publics. Donc, sur la participation des habitants, c'est un petit peu plus compliqué que on le fait ici à La Réunion parce qu'il n'y a pas d'habitude particulière. Alors, pour mobiliser les parties prenantes, les acteurs économiques, ce genre de personnes, ça pose pas de problème. Mais la population, je dirais, normale, classique, c'est un peu plus compliqué. On l'a vu quand on a fait la concertation du boulevard urbain de Mamoudzou. Il y avait peu de participants qui étaient venus des villages. C'est la grosse différence avec la Réunion. L'histoire de la Réunion fait qu'il y a eu des débats politiques à une époque et du coup les gens ont pris un peu cette habitude de causer. Hein, ici on dit il faut causer, faire des rondes causées, des choses comme ça. Quand je suis arrivée il y a 30 ans en arrière, il y a plus de 30 ans, les gens ne parlaient pas. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Hein. Il y a des collectifs qui se montent, ça revendique, ils sont parfois virulents, parfois moins, mais il y a vraiment une volonté de prendre la parole. Ça, c'était pas comme ça il y a 30 ans en arrière, et aujourd'hui, par contre, on a du monde dans les présences, dans les réunions publiques. La Réunion, il y a quand même une histoire liée à la revendication. Donc, du coup, c'est quelque chose qui se pratique, hein, de causer, de discuter, de savoir. Et on n'a pas eu besoin de leur apprendre. Hein, ça s'est fait avec l'histoire, notamment si vous avez regardé un peu avec la demande d'autonomie qui était faite à l'époque de Paul Vergès, où les gens se réunissaient et puis ils revendiquaient. Après, il y a moi je pense que, par exemple, nous en 90, on est arrivé avec la politique de la ville et dans la grande période de construction des logements sociaux et de la résorption de l'habitat insalubre. Et là, on a commencé à dire qu'il fallait s'occuper des citoyens et parler avec eux, leur expliquer ce qui allait se passer. Et je pense que en 30 ans, eh bien, les choses ont évolué dans le bon sens. En tout cas, ici, il y a vraiment une demande et à travers les états généraux, on a vu effectivement que la volonté, c'était de participer au-delà de la décision, dès le départ au projet. C'était le podcast de la Commission nationale du débat public.